Bonjour, je suis venue dans cette capsule vous parler d'un mythe vieux de 5000 ans au moins et qui va nous parler d'un roi, Etana, d'un serpent et d'un aigle. Le mythe d'Etana est un très vieux mythe gravé sur les tablettes de Sumer, mais c'est aussi un mythe que l'on retrace à Gonur-Tepe, une vieille ville de 5000 ans dans la région de Karakoum. C'était une ville de commerce et d'artisanat sans aucune trace d'armes et de guerre. Et ça doit nous poser question. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez vous référer au documentaire que vous trouverez sur YouTube, Karakoum, la cité des oasis. Sylvie Winkelmann, qui est spécialiste des mythes dans ces régions, nous retrace le lien entre les amulettes qui ont été trouvées à Karakoum et le mythe d'Etana à Sumer. Il est clair que tout cela nous raconte un ensemble de choses sur l'arrivée du patriarcat et donc sur ce qui se passait dans la psyché humaine de ces temps jadis. Sans doute encore pour nous qui avons gardé dans notre besace l'histoire d'un aigle, d'un serpent et d'un arbre. Un aigle et un serpent vivaient dans les branches et les racines d'un arbre sur une montagne dans la ville de Kish. En fait, ils étaient très coopératifs, ils étaient carrément complètement amis, tout se passait très bien entre eux, il n'y en avait pas un plus fort que l'autre, il n'y en avait pas un qui avait le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire qu'on retrouve ici une harmonie totale entre les fonctions féminines reliées à la terre, le serpent, et les fonctions masculines reliées à la cime des arbres, hein, et puis avec cette notion d'intellect et de capacité de discernement que l'on va retrouver dans pas longtemps dans le mythe. Des offrandes étaient apportées régulièrement auprès de cet arbre qui semble avoir été un peuplier. Alors c'est intéressant parce que le peuplier, il est connu pour être diurétique, éliminateur de l'acide urique, antiputride, urinaire, aseptisant et fluidifiant les sécrétions bronchiques ainsi que tonique. C'est-à-dire qu'avec cet arbre-là, si tout marche bien, ben, on va pas tomber malade, hein, parce que le ménage se fait bien et tous les éléments sont fluides. Il n'y a pas de toxiques et il n'y a pas de toxines qui peuvent s'installer. Donc tout semble aller bien dans le meilleur des mondes. C'est une sorte d'âge d'or, sans guerre et sans armes. Et ça doit nous poser question. Alors après que cette ville ait été conçue par les dieux, la déesse Ishtar choisit Etana pour être le roi de la ville. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça nous ramène immédiatement aux histoires de Sumer où c'était donc les reines prêtresses qui choisissaient le roi, qui était changé donc régulièrement, mais c'est quelque chose que l'on retrouve aussi assez tardivement, par exemple dans la tradition celtique où les rois devaient se changer comme ça régulièrement. Et on voit ici que c'est le féminin qui est souverain et qui va permettre au masculin d'accéder à la royauté. Et c'est toujours ça dans la tradition celtique, hein. Alors toutes ces histoires de serpents, d'aigles, d'arbres, bien entendu, ça va nous faire penser à Yggdrasil, hein, cet arbre dans les pays nordiques, hein. Mais pour nous, on a aussi ces histoires d'aigles aux enseignes les plus autoritaires, voire les plus tyranniques. Et puis on a encore et toujours un serpent qui est très diabolisé. Donc on peut se poser la question que s'est-il passé entre-temps? Qu'est-il arrivé à ce serpent et à cet aigle? Ce qui se passe, c'est que un beau matin, un jour, bah, l'aigle, il ne veut plus participer à cette harmonie, il ne veut plus de cette amitié, et donc il devient jaloux et il va bouffer les enfants du serpent. Cette notion de jalousie, on la rencontre dans différents mythes, comme l'origine de pas mal de calamités. Par exemple, au Japon, lorsque Amaterasu hérite du soleil et Susanoo hérite de la terre, il est jaloux de sa sœur et il va lui faire tout un ensemble de misères. On le retrouve aussi en Égypte, par exemple, puisque nous avons Seth, qui est ce frère d'Osiris, qui est jaloux de son frère, parce qu'Osiris c'est quand même un masculin plutôt merveilleux, et donc il va rentrer dans une volonté de pouvoir et bien entendu dans un conflit. Donc voilà, ici c'est très clair, on a ce même schéma de ce masculin qui est jaloux et qui va rentrer donc en guerre de pouvoir. Il va bouffer donc les enfants du serpent. Et ça aussi, c'est très parlant, parce que s'il n'y a plus d'enfants du serpent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de
possibles créations, de possibles mises en œuvre, hein, de tout le système de pensée qui est représenté par le serpent. Or, ce serpent, très souvent, il va symboliser les très anciennes croyances, c'est-à-dire les peuples du serpent et les enfants de la déesse. On le retrouve dans une légende à Malte qui raconte que ce sont les enfants de la déesse, on dit le peuple, les peuples du serpent qui ont construit les fameux temples de Malte qui sont parmi les plus anciens que nous connaissions, mais on le retrouve aussi très tardivement en Irlande lorsqu'on raconte que Patrick a éjecté tous les serpents d'Irlande. Il n'y a pas de serpents en Irlande, donc ça symbolise vraiment ici le paganisme, les païens. Donc on voit dans ce schéma de base qu'il y a un rejet total, hein, et plutôt violent de tout ce qui symbolise les anciennes croyances. Et donc dans ces anciennes croyances, il y a un rapport au féminin qui est complètement différent. Donc bien sûr, le serpent, il va pas être content du tout, hein, il va aller chercher conseil auprès du soleil, qui va lui dire de piéger l'aigle en se cachant dans le cadavre d'un bœuf, hein, et d'attendre que le volatile s'approche pour le capturer. Ici, c'est un peu pour moi énigmatique parce que je sais que chaque détail d'un mythe compte, hein, c'est comme dans un rêve. Si c'est le cadavre d'un bœuf, ce n'est pas le cadavre d'un chien, ce n'est pas le cadavre d'une souris, c'est le cadavre d'un bœuf. Alors, soit ça veut vraiment dire quelque chose, soit il y a une petite erreur dans la traduction, parce que si c'était le cadavre d'un taureau, ce serait beaucoup plus facile dans la lecture, dans la mesure où le taureau symbolise le masculin sacré archaïque, hein, justement de ces enfants de la déesse. Mais ici, il s'agit d'un bœuf, c'est-à-dire que c'est un taureau qui est castré. Donc la lecture est pour moi en tout cas assez compliquée. En tout cas, on peut imaginer que l'aigle il va s'approcher, bah, pour bouffer ce cadavre, et le serpent va pouvoir l'attraper, le molester pour l'empêcher de s'envoler, et il va le jeter au fond d'un trou profond. Et ça, cette image aussi, elle est très connue, elle est très intéressante, c'est-à-dire que il va rendre l'aigle inopérant et il va le jeter dans un trou, dans une caverne en fait, dans une grotte, c'est-à-dire dans une matrice au sein de la terre. C'est vraiment l'image du sacrifice et de l'initiation du masculin, de manière à ce qu'il puisse se régénérer pour renaître autre. C'est-à-dire qu'on retrouve le schéma archaïque lunaire, hein, de cette lune qui va décroître et puis plonger dans la matrice cosmique où elle va pouvoir se régénérer et enfin en renaître. On retrouve aussi un schéma que l'on connaît dans le mythe de Mitra qui va donc sacrifier un taureau, mais pas n'importe où, pas sur une montagne, pas dans une vallée, mais dans une caverne, c'est-à-dire dans une grotte, hein, dans une matrice. Il va donc le sacrifier et faire couler son sang de manière à ce que ça puisse féconder la terre. Sauf qu'ici, ça n'aboutit pas. Il n'y a pas les conséquences attendues, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il va se passer quelque chose qui fait que ça n'aboutit pas. Alors ça ne va pas aboutir parce que va intervenir ici Etana, le roi de Kish, qui, dit-il, désire ardemment un fils. Donc là, ça y est, on y est. On commence à parler de cette volonté de filiation uniquement par les fils dans le patriarcat. Parce que pourquoi il veut pas de fille? Parce que c'est normal qu'il veuille pas de fille, hein. Donc là, ça y est, c'est très clair. Et il va donc demander conseil au soleil qui lui répond que la solution serait d'obtenir une plante d'enfantement. Donc là aussi, c'est très parlant, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement dans les mythes, surtout les plus vieux mythes. Alors on l'a dans le mythe de Enki et Ninhursag, qui vivent merveilleusement bien dans le jardin de Dilmun. Seulement Enki, étant mal conseillé, il va faire des conneries, il va violer donc les suivantes de la reine, et puis il va manger les plantes d'enfantement pour acquérir ce pouvoir d'enfantement. Il risque d'en mourir. Donc il va être sauvé in extremis. Donc ça ne marche pas vraiment. Par contre, ici, dans ce mythe, ça va fonctionner. Et ça va de plus en plus fonctionner, puisqu'on va se retrouver chez les Grecs avec ce Dieu qui, lui, est capable de faire des enfants avec sa tête et avec sa cuisse. Hein, donc on voit bien cette évolution et cette volonté d'être
capable d'avoir cette capacité, de récupérer cette capacité du féminin, de faire des enfants. Alors bien sûr que ça parle de cette histoire de filiation et qu'on passe du matrilinéaire au patrilinéaire, bien entendu, mais au-delà, ça veut dire beaucoup d'autres choses, hein. C'est aussi la perception du monde qui va changer. C'est aussi la création elle-même qui n'est plus permise à la fonction féminine. C'est une réorganisation complète de la société qui va être mise en œuvre. Donc pour ce faire, il lui est conseillé de sortir l'aigle du trou, de le soigner et que l'aide pourra l'aider à trouver la fameuse plante. Donc ça semble un petit peu compliqué parce qu'au départ, l'aigle, il n'est pas tellement d'accord pour l'aider. Ça pourrait nous indiquer que ça s'est pas passé si facilement, en fait, que même les hommes des sociétés matrilinéaires et matristiques, ben, ils se faisaient un petit peu tirer par l'oreille. Ils n'avaient pas trop envie de changer. Mais bon, en fin de compte, ils montent sur le dos de l'aigle et ils s'envolent. Seulement là, c'est pareil aussi. Plusieurs fois, il tombe du dos de l'aigle qui réussit à le rattraper in extremis avant qu'il ne touche le sol. Et il pleure aussi. Et il lui dit ramène-moi à la maison. C'est-à-dire que plusieurs fois, il a cette envie de retourner à la source, à l'origine, comme c'était avant. Donc on voit que c'est pas si facile et que ça s'est pas passé comme ça en un claquement de doigts. Alors, il dit souvent qu'il est tombé 3 fois ou qu'il a fallu 3 vols. Et ici, on pourrait faire appel aux travaux de Paul Delarue qui indique que l'aigle procède par envols successifs vers des zones de plus en plus hautes et que c'est au troisième bond donc il finit par aboutir. Donc c'est intéressant parce que ça nous donne cette indication du 3 qui dans sa symbolique va indiquer une possibilité d'activer, une possibilité d'action et de mise en marche, mais ça peut nous faire penser aussi à ces migrations qui se sont faites en 3 phases, hein, dont parle Marie-Jacques Gimbustas et Harman aussi, hein. On parle de 3 vagues successives avec la première qui va plutôt s'approprier les points commerciaux, hein, les points de commerce, et puis la dernière qui sera vraiment mortifère et très sanglante, hein. Donc ici, c'est très intéressant. Ça nous parle vraiment de manière très très précise de ce qui s'est passé. Donc au bout de 3 fois, après 3 tentatives difficiles, après 3 invasions, ça y est, il est parvenu à joindre la déesse qui semble se trouver très haut dans le ciel, hein. Ça nous fait penser aux déesses très archaïques qui sont des déesses solaires. Et d'elle, il va récupérer le don de la fertilité, c'est-à-dire la coupe, hein, que l'on peut voir sur l'image, et ce qui s'appelle aussi la plante de l'enfantement. C'est-à-dire que Etana s'assure le pouvoir de la succession patrilinéaire, ça y est, c'est acquis et c'est gagné. Alors le mythe s'arrête là, nous n'avons pas la suite de la tablette, cependant dans les traces historiques, cette fois-ci de manière très très concrète, il existe une liste royale sumérienne qui indique que Etana a eu un fils comme successeur. Donc voilà, et on sait aussi que cette ville de Kiss, hein, c'est la première ville qui a été mise en place après ce qu'on appelle le déluge. C'est à partir de là qu'il y a eu des rois avec des fils qui leur ont succédé. Et si nous faisons référence aux travaux de Françoise Gange, nous pouvons interpréter le déluge comme l'arrivée du patriarcat avec toute la violence et toute la guerre que ça a généré, que les peuples premiers ne connaissaient absolument pas et donc il peut vraiment être vécu comme un déluge. Que s'est-il passé à Karakoum pour que la cité s'arrête presque du jour au lendemain sans que les armes, la guerre et la violence puissent l'atteindre? Alors c'est difficile à savoir, c'est vrai qu'il est avancé beaucoup de thèses comme les changements climatiques ou ce genre de choses, le manque d'eau par exemple, avec la migration du peuple vers d'autres cités commerciales. Si on se réfère aux travaux de Harman, on sait que l'arrivée du patriarcat donc s'est fait en plusieurs vagues, en particulier 3 grandes vagues, hein, et que ça a commencé par des prises de pouvoir sur des cités commerciales. Donc
Donc il se peut très bien qu'ils aient développé certaines cités au détriment des autres qui n'ont pas tellement eu d'autres choix que de migrer. On sait aussi que une certaine frange de la population a migré pour essayer de se soustraire à cette arrivée belliqueuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que dans cette cité, on a des traces de ce mythe qui nous indique clairement ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé sur le plan historique, hein, mais donc ce qui s'est passé aussi sur le plan psychique de l'être humain, et nous en connaissons encore les conséquences quelques 5000 ans après. Mais c'est quand même intéressant, et ça doit nous faire poser question, de ces villes qui ne montrent pas trace de guerre, d'armes et de violence. Ça peut exister, l'être humain est capable de vivre comme ça, en bonne harmonie, en bon voisinage. Alors si Enki n'a pas réussi, c'est parce que il y avait beaucoup d'amour avec le féminin, il y avait beaucoup d'amour avec la déesse, et quand il y a de l'amour, les mythes finissent avec des jardins délicieux. Ici, c'est Dilmun, ou alors avec des mariages. Par exemple, Eros et Psyché, Éthène et Émildir, etc. Par contre, dans les autres mythes, on en arrive à ces dieux qui créent le monde avec leur tête et non avec leurs entrailles, et c'est alors une déferlante de calamités et de guerres. Qu'est-ce que ça peut dire pour nous? Comment ça se passe dans notre psyché? Est-ce l'harmonie, l'équilibre, ou qui a pris le pouvoir? Qui a bouffé les enfants du serpent? C'est une bonne question à se poser.